Et nous avons une première partie ce matin qui est vraiment importante. Et nous avons l'honneur, et je leur passerai la parole. Je ne sais pas si c'est un peu fort encore, Jean-Marc. Oui, C'est les... Parle trop vite. Voilà, comme ça sera suffisant. Ah ben là, c'est carrément... Je sais qu'il faut faire des économies, mais l'économe est là, il est trop fort, il mange tout. C'est pour économiser vos oreilles. Surtout les oreilles. Alors, je sais qu'il y en a qui viennent de loin, de Paris, Toulon, Strasbourg, quelles autres villes, Luxeuil, Besançon quand même. Et nous avons donc la présence, et nous les remercions, de Philippe Tixier, économe du diocèse, qui viendra prendre la parole, je leur donnerai la place ici, bien sûr, de Loïc Laborie, attaché parlementaire du sénateur Michel Raison, et arrivera un petit peu en retard, mais il s'est excusé, Frédéric Burgard, maire de Luxeuil. 3 personnes qui sont dans le comité de pilotage, à la tête du comité de pilotage, derrière Philippe Tixier, qui est lui le pilote de l'avion, on va dire, et qui nous a invités depuis le début des transactions, des discussions autour de l'avenir de ces lieux. On a été invités en tant qu'anciens, en tant que donateur important dans le fonctionnement de l'abbaye, puisqu'on a quand même, par exemple, pour la toiture, apporté la modique somme de 40 000 € qui correspond à 10% du budget de la toiture, donc c'est quand même quelque chose d'important. Il y a aussi la Fondation Cunier, il y a eu aussi le diocèse, bien sûr, et puis l'État. Et puis, bien sûr, l'abbaye elle-même, avec son association de gestion, présidée de façon intérimaire par Claude Collas, qui est ici présent et qui nous aide pour votre inscription à l'arrivée, avec 2 petits jeunes, Alexis et Arthur, voilà, qui sont élèves au collège. Je ferai une parenthèse de tout à l'heure, on en parlera un peu plus de ce qu'on fait maintenant avec le collège. Je vais laisser la parole au chef. Donc Philippe et puis Loïc, vous pouvez venir vous asseoir s'il vous plaît. Et puis je vais vous donner la parole. Si vous voulez vous asseoir, je suis debout, c'est vous qui le voyez. Moi je suis le pilote. Le pilote. Moi. Bon, dans les avions, on s'assoit. Ouais, c'est ça. Merci Jean-François. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir avoir ce temps d'échange. Avant de vous partager peut-être un peu les derniers événements, de là où on en est un petit peu de nos réflexions, je voulais déjà vraiment au nom de l'archevêque vous remercier, chacun pour votre contribution et puis l'association effectivement pour votre participation aux travaux de rénovation de la toiture de la chapelle. C'était effectivement un budget important qui avait été au démarrage estimé à 460 000 €. Finalement, il y a eu des moins-values qui ont ramené le budget à 400 000 €, mais vous voyez, c'est un budget qui est évidemment colossal pour le budget d'un diocèse. Et on n'aurait jamais pu mener cette opération sans tous les acteurs qui ont été cités par ordre de contribution. D'abord l'État, puisque ici nous sommes dans un bâtiment classé monument historique. Donc quand on fait des travaux, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On a bien sûr les monuments historiques, la DRAC qui a ses contraintes, et notamment au niveau des tuiles, du choix des tuiles. Elles nous ont été un peu imposées par la DRAC. Mais en contrepartie de ces contraintes, on a aussi effectivement des subventions. On a pu être subventionné à hauteur de 50% du budget des travaux par l'État. Et puis ensuite, effectivement, Jean-François l'a cité, il y a la Fondation Cunier qui nous a bien aidés aussi. Et puis l'Association des Anciens. Et encore une fois, je vous remercie pour votre participation.
au-delà de la participation financière, c'est aussi voilà, votre présence aujourd'hui et le fait de sentir dans la vie de l'abbaye la présence des anciens, qui s'incarne régulièrement dans nos échanges, nos réunions par la présence assidue de Jean-François. C'est quelque chose qui est important parce que vous êtes un acteur de l'abbaye et pas seulement un acteur du passé, même si vous êtes l'association des anciens, mais vous êtes encore présent aujourd'hui et aussi pour préparer l'avenir. Donc moi je suis heureux de cette rencontre. J'étais hier soir au Val de Consolation. Voilà, vous devez connaître Conso. Et donc j'étais avec beaucoup d'anciens de Conso. C'est touchant de voir effectivement comment ces lieux suscitent beaucoup de fidélité des personnes qui l'ont vécu, qui ont passé du temps, des amitiés qui se sont créées. C'est étonnant de voir la fidélité des anciens à ces lieux. Et voilà, là aussi à Consolation, l'association des anciens porte beaucoup de l'avenir de Consolation. Alors, je le cite dès maintenant parce que j'aurai peut-être à faire d'autres parallèles dans ce que je vais dire sur Saint-Colomban. Puisque Consolation, on est dans une configuration un petit peu identique au niveau du diocèse. Simplement, il y a déjà eu un gros chemin de fait à Consolation, puisque il y a quelques dizaines d'années maintenant, Consolation est passé du patrimoine de l'Église au patrimoine d'une fondation dont le diocèse fait partie, mais aux côtés de l'État, de la communauté de communes et du département. Voilà, et c'est intéressant avec cette expérience de Consolation de voir comment au niveau de Saint-Colomban on peut aussi tirer des enseignements pour avoir des pistes d'avenir qui nous éclairent et qui nous évitent de nous prendre des pieds dans le tapis. Voilà. Alors peut-être je peux, mais il ne faut pas que je parle seul. Je peux peut-être simplement vous redonner un petit peu les jalons de ces derniers mois dans les réflexions et dans les décisions même qui ont été prises. Je remonterai en fait à un an, au printemps 2018, à l'occasion précisément de l'inauguration du chantier de la toiture de la chapelle, où l'archevêque était présent, et dans son discours, il a effectivement évoqué le souhait du diocèse de réfléchir à des solutions externes pour porter l'avenir de l'abbaye. Il y a deux raisons à ça. Il n'y a pas d'ordre dans ces raisons, ces deux raisons qui sont toutes les deux valables. La première raison que j'évoque, c'est le fait qu'une association diocésaine a pour vocation l'animation du culte public et la prise en charge des moyens de subsistance des ministres du culte. Et donc l'animation du culte légitimée d'être propriétaire de cette abbaye où plus de 50% de l'activité, jusqu'à il y a encore quelques années, était une activité pastorale. Et l'histoire fait que les groupes pastoraux, progressivement, sont remplacés par des groupes sportifs ou culturels. Et on est plus aujourd'hui à une activité de la maison d'accueil, de la maison diocésaine, qui est de l'ordre entre 30 et 40% d'accueil proprement pastoral. Voilà. Ce qui veut dire qu'on n'est plus dans notre objet social. Voilà. Et donc, ce qui est un vrai point de vigilance pour nous, puisque on n'a pas vocation, en tant qu'association diocésaine, à faire de l'accueil culturel et sportif. Voilà, ce n'est pas notre raison d'être. Donc pour nous, c'est un vrai point de vigilance de dire attention, on a passé le seuil fatidique des 50%, et donc il faut vraiment qu'on s'interroge sur la suite, parce que, encore une fois, on n'est plus conforme à notre objet social. Et puis la deuxième raison, c'est le contexte économique du diocèse, qui est un peu tendu. J'imagine qu'il y a des fidèles, des paroissiens parmi vous qui voient bien effectivement que notre public le dimanche a une moyenne d'âge assez élevée. En plus, on est dans un contexte qui est compliqué médiatiquement. Si bien que la semaine dernière, nous avons eu l'Assemblée générale de l'association diocésaine pour l'approbation des comptes 2018, et notre résultat comptable 2018 est à moins 3,5 millions d'euros. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il nous est renvoyé une exigence économique, de gestion économique forte. Voilà.
Or, sur le diocèse de Besançon, nous avons 5 maisons diocésaines, ce qui est complètement atypique par rapport aux autres diocèses. En général, les autres diocèses ont 1 ou 2 maisons. Sur Besançon, enfin sur le diocèse de Besançon, qui couvre 2 départements, qui est là aussi une originalité. Nous avons le centre diocésain à Besançon, rue Mèchevent, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est aussi une bâtisse assez impressionnante, 10 000 m² dans le cœur de Besançon. Donc il faut la faire vivre. Donc il y a les services et mouvements, il y a une maison de retraite de prêtres âgés. Mais bon, voilà, c'est pas forcément évident d'assurer l'équilibre économique. Nous avons la maison à Montferrand-le-Château, le foyer Sainte-Anne, voilà, qui est un lieu avec une belle capacité d'accueil et qui accueille beaucoup pour des formations diocésaines, etc. Il y a la maison, plus près de la maison d'église à Vesoul, qui est une petite maison à côté de l'église du Sacré-Cœur, qui accueille aussi, qui héberge quelques mouvements d'église, et puis une activité d'accueil aussi paroissiale. Et puis la dernière maison, c'est l'Escale, à côté de la cathédrale à Besançon, qui était la maîtrise, anciennement la maîtrise, voilà, et qui est une maison dédiée aux jeunes, voilà, mais qui est aussi un bâtiment assez grand, et du fait que ce soit la maison des jeunes, l'équilibre économique est impossible à trouver, puisqu'il y a beaucoup de gratuité. Donc on est obligé de réfléchir à l'avenir et de manière responsable. C'est un peu le message que je voulais essayer de vous faire passer ce matin, c'est que ce qu'on vous dit là, la perception que vous pouvez avoir du désengagement du diocèse, moi je ne dirais pas que c'est du désengagement, c'est une prise de responsabilité pour envisager l'avenir, dit plus positivement, et la manière dont on appréhende les choses, parce qu'on aurait pu laisser filer les choses comme ça, et se retrouver vraiment dans une situation délicate dans 5 ans, parce que on serait vraiment éloigné de notre objet social et probablement dans une situation économique plus compliquée. Non, ce qu'on a voulu faire, alors c'est vrai que ça s'est fait, ça a été l'autre jalon important à l'occasion du départ à la retraite de Jean-Marc, ça a été un élément, effectivement, le lieu d'une prise de conscience forte, de dire on ne remplacera pas le directeur de l'abbaye, en tout cas la prise en charge directe du directeur de l'abbaye ne sera pas faite par l'association diocésaine. Parce que ça, je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais l'association diocésaine est propriétaire de l'abbaye et il y a une association de gestion, l'association de l'abbaye Saint-Colomban, dont la mission est d'animer, de gérer les activités de la maison. Et donc, elle assume dans le cadre de cette responsabilité les charges courantes de la maison, les charges de fonctionnement, avec la prise en charge notamment du salaire de Nicolas, et puis maintenant de Madame Lange qui vient de rejoindre l'équipe. Mais c'est un mode de fonctionnement historique. Le salaire du directeur, historiquement, et c'est vrai dans nos autres maisons diocésaines, est pris en charge par l'archevêché. Voilà, donc on a au niveau de l'archevêché la charge du directeur historiquement, et puis la charge des travaux qui incombent aux propriétaires. Donc on a évoqué la chapelle, et dans l'avenir il y a aussi d'autres chantiers importants comme les crêtes de coq, tout le fêtage de l'abbaye est à reprendre, le péristyle, il y a aussi des reprises importantes, vous avez peut-être vu qu'il avait tendance à s'affaisser. Il y a le tunnel aussi qui permet de passer d'une cour à l'autre, dont il serait judicieux, avant qu'il y ait un accident, de refaire le sol. Voilà, donc en fait, voilà, vous imaginez bien qu'une maison comme ça, il y a tout le temps des travaux, et vu la taille de l'abbaye, c'est tout de suite des sommes importantes. Voilà, donc c'est pour ça que on a souhaité anticiper l'avenir avec une réflexion qu'on n'a pas voulu confidentielle. Vous voyez, on aurait pu, dans notre coin, mener cette réflexion et puis un jour prendre une décision et puis annoncer cette décision en mettant un peu tout le monde au pied du mur. On pense que ce n'est pas la bonne solution, pour 2 raisons, parce que ce n'est pas forcément respectueux de tous les acteurs. On a beau être propriétaire des lieux, voilà, votre présence montre qu'il y a un attachement, et quelque part vous avez une forme de propriété de ce lieu aussi. Donc, et c'est pareil pour les territoires. Donc
voilà, il y a un respect à avoir de tout l'environnement de l'abbaye qui porte cette abbaye. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas forcément la solution pour l'avenir de l'abbaye. Et que l'avenir de l'abbaye, le meilleur avenir pour l'abbaye, notre conviction, c'est qu'il se dessine avec ce collectif d'acteurs qui ont le souci de l'abbaye. Donc c'est un peu la démarche dans laquelle on a voulu lancer cette réflexion avec ce fameux comité de pilotage qui s'est réuni déjà 5 ou 6 fois. Donc dans ce comité de pilotage, vous avez les 3 associations qui participent à l'animation du lieu. Donc il y a l'association de gestion de l'abbaye Saint-Colomban, il y a l'association des anciens, donc représentée par Jean-François, il y a l'association des amis de Saint-Colomban avec Jacques Prudon. Et puis, il y a les territoires. Donc, Frédéric Burien, qui va nous rejoindre tout à l'heure, est présent et assidu à chaque comité de pilotage. Loïc Laborie, qui représente le sénateur, est aussi présent. Voilà. Et puis, nous avons des membres, des invités. C'est une table ouverte. C'est-à-dire qu'on accueille aussi des gens qui peuvent avoir des idées, des réflexions. Au dernier comité de pilotage, Monseigneur Ballot est venu. On a eu la Caisse des dépôts et de consignation qui était présente. Voilà. Donc on est dans une réflexion ouverte. Et c'est précisément ce type de pilotage, de réflexion, enfin, dans ces modalités-là, qui a été conduit à Consolation récemment. Voilà. Et j'ai pu constater hier les bienfaits de cette approche qui permet de mobiliser largement, qui permet une certaine transparence et qui permet d'avoir des bonnes idées. En quelques mois, à Consolation, ils ont réussi à faire tout un programme d'activités sur l'année à venir, avec, je crois, une 40aine d'acteurs. Donc, leur projet, c'est vraiment de se focaliser sur le tourisme, vu voilà, l'écrin de verdure que représente Consolation. Donc, tourisme, bien-être, voilà. Et donc, ils ont réussi à réunir tout un tas de partenaires, des prestataires privés, enfin, associatifs. Voilà. Et donc, bon, c'est ambitieux, mais en même temps, ça semble réaliste de pouvoir voilà, écrire une nouvelle page à Consolation avec une nouvelle activité. Alors, sur l'abbaye, aujourd'hui, on ne peut pas vous dire, voilà, la nouvelle page qui va s'ouvrir sur l'abbaye, on n'est pas encore capable de vous la décrire. Il y a quand même des choses qui se dessinent un peu. Je vous dis ça gratuitement. Voilà, tant qu'on n'a pas terminé la réflexion, on ne peut pas avoir de certitude, mais on a quand même quelques convictions qui se dessinent, et notamment une conviction qui est de penser que la taille de l'abbaye, le potentiel de l'abbaye par rapport au territoire, par rapport à la taille de la ville, par rapport à voilà, l'environnement géographique, économique, fait que c'est probablement une activité mixte au sein de l'abbaye qui peut porter l'ensemble de l'abbaye. Et ce n'est pas un usage exclusif dans l'abbaye qui pourrait voilà, être suffisamment viable économiquement pour assumer l'intégralité de l'abbaye. Ce qui est déjà la réalité aujourd'hui, hein, puisque dans l'abbaye, vous avez quand même 30% de l'abbaye qui est occupée par le collège, vous avez la maison diocésaine avec de l'hébergement, avec des visites, avec voilà, il y a déjà une pluralité d'activités. Et notre sentiment, c'est que le salut de l'abbaye à moyen terme s'inscrit encore dans cette pluralité d'activités. Voilà. Sinon, on aura du mal à... voilà. Et puis là, je vais peut-être laisser la parole à Loïc Laborie. Cette approche manifeste de plus en plus, Sophie, l'appropriation des territoires de l'abbaye. Parce qu'en fait, du fait de son histoire et de la nature même de son activité, l'abbaye était un espace plutôt fermé. Voilà, ça a été un séminaire, c'est une école, et donc à chaque fois, c'est des environnements qui sont protégés, qui ne sont pas forcément accessibles de l'extérieur. Et finalement, voilà, la réflexion un peu ouverte que l'on a aujourd'hui avec des gens qui sont en dehors des murs de l'abbaye, est un peu, voilà, c'est un peu nouveau, et on pense que encore une fois, c'est solitaire de cette démarche d'ouvrir l'abbaye un petit peu plus largement que peut-être par le passé dans l'histoire. Voilà. D'où l'appropriation aussi au fil des rencontres, notamment de la commune. Voilà, je passe la parole à Loïc, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui.
Oui, donc Philippe a quasiment tout dit, et il l'a d'ailleurs très bien dit, comme il sait le faire. Donc Frédéric Burgard vous le redira, mais c'est vrai que lorsque l'archevêque a annoncé la volonté du diocèse de, on va dire, ouvrir les portes, on va peut-être dire comme ça, de manière à mobiliser toutes les compétences, toutes les énergies et tous les financements autour de l'abbaye Saint-Colomban, au premier abord, ça a pu susciter des craintes, ce qui est logique, tant chez les amis de Saint-Colomban que chez les élus, en se demandant si la volonté de l'archevêque était vraiment de se retirer complètement. Et donc au bout de quelques réunions, tout le monde s'est rendu compte que le projet n'aboutirait que si tout le monde restait autour de la table, travaillait ensemble et partageait le projet, mais partageait aussi les risques du projet. Et donc c'est pour ça que ce comité de pilotage a été mis en place, de manière à essayer de définir une méthode de travail, trouver des ressources que nous n'avions pas entre nous, parce que sur un projet comme celui-là, il y a des compétences techniques sur le bâtiment, il y a des compétences stratégiques, par exemple sur le développement touristique. Et on avait besoin de ce temps de réflexion pour définir la stratégie, au moins de travail. Donc c'est pour ça qu'on sera certainement obligé de faire appel à... Alors je ne sais pas quelle sera la formule retenue, mais ça pourrait être un cabinet conseil spécialisé dans le tourisme, voilà, parce qu'effectivement, comme le disait Philippe, la difficulté, ce sera de maintenir la pluriactivité, de la concilier selon des usages qui ne sont pas forcément facilement conciliables entre le scolaire, le culturel, l'accueil de jeunes sportifs qui n'ont peut-être pas forcément le respect du patrimoine, je dis ça comme ça, mais il va falloir concilier tout ça. Et on en arrive aujourd'hui à effectivement un point où il va falloir qu'on fasse des propositions pour faire des arbitrages, parce que selon les premiers arbitrages faits, ça ouvrira ou fermera des portes. Par exemple, les réflexions importantes sur le scolaire, est-ce que oui ou non, l'école Saint-Vincent, qui a ses propres problèmes, doit ou non venir dans l'abbaye, auquel cas ça conditionnera d'autres aspects, comme l'accueil de groupe, ou en termes de fonctionnalité, ou même de nouveaux investissements. Il y a toutes ces questions à se poser, et derrière, quel financement. Voilà. Sinon, c'était peut-être effectivement le bon moment. Donc c'est le départ de Jean-Marc qui provoque, qui précipite, pas qui provoque, mais qui précipite un peu la réflexion. Mais c'est vrai que, comme le disait Philippe, l'abbaye est au cœur de ville, mais même si elle est toujours ouverte, elle restait quand même quelque part un peu fermée. Moi, c'est comme ça que je pouvais en avoir une vision. Et même si les activités culturelles et, on va dire, socio-culturelles se sont inversées, le potentiel n'est pas complètement exploité. Alors je sais que le terme exploité n'est peut-être pas le bon en parlant d'une abbaye, mais on peut peut-être certainement mieux faire en s'organisant différemment et en associant un plus grand nombre d'acteurs, tout en, et ça c'est ce que pense Michel Raison, mais il ne doit pas être le seul, tout en veillant à ce qu'on maintienne bien quand même le respect de l'esprit du lieu, en maintenant, quoi qu'il arrive, des activités culturelles avec l'accueil de pèlerins, ou voilà, il y aura, voilà, ça ne peut pas basculer complètement d'un côté à l'autre. Voilà. Donc derrière le comité de pilotage, les élus s'engagent parce que c'est leur responsabilité, et deuxièmement, ça sera à eux d'aider à aller chercher des partenaires pour convaincre de l'intérêt d'investir dans ce projet. Par exemple, l'État, la région, le département, voilà. Ça sera aux élus locaux de faire l'interface avec les autres collectivités pour rassembler tout le monde et puis mobiliser le maximum de financement. Voilà, en gros. Bon. Merci. Jean-Marc, tu veux dire quelque chose? Un petit mot. Un petit mot. Tu mets un PowerPoint? Non, ça se fera sans PowerPoint. Oui, donc une page se tourne, c'est ce que j'entends dire. J'ai envie de dire, ça sera peut-être plus qu'une page qui va se tourner, mais un tome
de l'immense bibliothèque de cette maison qui va s'ouvrir. Le défi qu'il y a, c'est pour ça qu'il y a aussi un peu une appréhension, une difficulté. Ça va être probablement la première période pendant laquelle, enfin période longue, pendant laquelle il n'y aura pas une tête responsable de la maison. Depuis que cette maison existe, il y a eu, pendant la vie de l'abbaye, il y avait un abbé, il était responsable de toute la gestion au quotidien avec son bureau, effectivement. Il y a eu le petit séminaire, bon, ça vous avez su comment ça fonctionnait, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, ça serait plutôt à vous de me le raconter. Après, il y a eu effectivement des directeurs de maison, et donc la réalité quotidienne de la maison était sur leurs épaules. Aujourd'hui, plus exactement dans un mois et demi, la réalité va être autre, c'est-à-dire que la vie quotidienne de cette maison-là va être sur les épaules de l'association de gestion de la maison, avec les résidents qui sont aussi dans la maison. Donc il y a effectivement Bernard Garret qui est là, Bernard Garret, il y a Nicolas, que vous connaissez parce que ça fait déjà sa 5e année qu'il est ici, et Isabelle Lange qui va effectivement prendre la responsabilité administrative, et l'association des anciens va effectivement être amenée à travailler avec elle. Mais il n'y aura plus la personne, la tête qui va impulser, coordonner l'ensemble. Donc le pari pour les 2, 3, 4 ans qui nous séparent d'aujourd'hui à l'évolution, à l'aboutissement du projet qui est en cours de recherche puis qui sera en gestation, va devoir se faire un petit peu dans une démarche tout à fait nouvelle, et il faudra chercher en permanence le bon fonctionnement, le bon réglage pour que la vie de la maison continue, que l'accueil des groupes perdure et que l'esprit de la maison demeure. Ça, c'est un pari. Et ce qui me fait plaisir, c'est que malgré toutes les difficultés, malgré un petit peu le coup de Trafalgar qui a été reçu, les gens petit à petit s'habituent à cette réalité, à cette idée-là, et qu'il y a une bonne volonté de la part de tout le monde qui est affichée pour que, effectivement, la maison, votre maison, continue à tourner, continue à être accueil, continue à être dans la transmission. J'en parlerai tout à l'heure dans la rencontre suivante. Mais c'est un point qui me paraît vraiment fondamental. On est à la fois dans une rupture forte et à la fois dans une continuité. Et c'est là où est tout le challenge. Donc c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Bon alors, c'est pas nouveau que je devais m'arrêter en 2019. C'était écrit dans pas mal d'endroits. Et mon objet était effectivement de faire en sorte qu'à mon départ en retraite, l'abbaye soit sur des rails, ou au moins avec des orientations claires. Alors les changements de personnes, les mouvements des uns des autres, un tas de choses sont des bonnes excuses ou des mauvaises pour avoir différé les décisions à prendre pour effectivement voir l'avenir. Je ne peux que remercier Philippe qui a pris à bras-le-corps, c'est sa première mission quand il est arrivé et qu'il a dit en février, ben voilà, mon premier sujet, ça va être l'abbaye. et je ne peux que le remercier d'une part de la lucidité avec laquelle il a abordé ce sujet-là, et puis la bienveillance d'une part, la clairvoyance d'autre part, et le fait de vouloir vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas du bing-bang, mais quand même tout un travail de réflexion pour que cette continuité puisse être vécue. Voilà ce que je voulais rajouter et qui me permet de donner la parole à Frédéric. Merci de m'avoir laissé le temps. Merci de m'avoir laissé juste le temps nécessaire avant ton arrivée. Parfait. Le temps de respirer. François.
Bonjour à vous tous. Je suis désolé de me joindre à vous un petit peu plus tardivement que prévu, mais j'avais prévenu votre président que voilà, la matinée se déroulait de manière un peu plus compliquée que prévu. Mais je savais de toute façon qu'il serait forcément complet pour faire un état des lieux de la situation, pour que vous puissiez avoir toutes les informations sur l'actualité de l'abbaye, puisque c'est une grande maison qui a une actualité brûlante en ce moment. Et c'était important aussi qu'on profite de cette Assemblée Générale pour vous donner un petit peu d'informations. Maintenant que vous êtes au clair, moi, modestement, donner la position de la mairie, puisqu'on n'a traditionnellement jamais été tellement associés, mais finalement ça nous allait bien aussi, aux affaires de l'abbaye. Et c'était comme ça, c'était une maison qui fonctionnait bien, avec un mécanisme d'ailleurs dont on ignorait pas mal de choses, et on l'a découvert, ce mécanisme, au fur et à mesure qu'on nous a saisi de la problématique qui était la vôtre en ce moment. Donc vous savez maintenant que le diocèse souhaitait faire quelques pas en arrière sur la propriété de cette maison. Nous, la première chose, c'est bien sûr marquer notre intérêt en tant qu'équipe municipale sur l'avenir de cette belle bâtisse que l'abbaye Saint-Colomban, qui est étroitement liée à notre stratégie de développement économique autour de notre passé, de notre histoire, de notre patrimoine, de notre architecture remarquable. Et il est évident que l'abbaye est au cœur de la ville, elle est au cœur de cette stratégie. Et nous souhaitons, plus encore qu'avant, avoir une abbaye très forte, en très bonne santé, ouverte vers l'extérieur, un acteur économique même important pour pouvoir être soutien à notre stratégie de développement. Donc on fera tout du côté de la mairie pour être à vos côtés, aux côtés de tous les acteurs qui se sont réunis pour pouvoir trouver une solution de pérennisation de cette abbaye. Je l'ai dit, c'était pas hier, moi avant-hier, je ne sais plus, jeudi soir, les jours vont vite, à l'Assemblée Générale de l'Association de l'Abbaye. De toute façon, je crois que cette réflexion que nous menons aujourd'hui, on aurait dû l'amener tôt ou tard. On était installé dans un modèle économique qui ne peut plus aborder maintenant les questions d'avenir de l'abbaye. Voilà. Il faut maintenant, ensemble, qu'on réinvente un nouveau modèle de fonctionnement de cette abbaye. Et on ne peut pas, nous, ville de Luxeuil ou collectivité Pays de Luxeuil, de la communauté de communes, reprendre seule la charge qu'avait l'abbaye, mais le message qu'on envoie, c'est qu'on veut bien prendre notre part de responsabilité dans le fonctionnement demain de l'abbaye. Alors, peut-être sous quelle forme, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne s'en désintéresse pas, on prendra nos responsabilités, mais il faut que chacun puisse assumer une part de cette responsabilité aussi, puisqu'il n'y aura aucun acteur qui souhaitera reprendre le flambeau du diocèse sur la question de la propriété. Ni l'association des anciens, ni l'association de l'abbaye, ni les amis de Saint-Colomban. Peut-être, je ne sais pas. C'est vrai, vous nous direz tout à l'heure, ça serait peut-être la bonne surprise qui nous permettrait de clôturer plus rapidement notre comité de pilotage, mais je ne crois pas. Ni la mairie, ni le Pays de Luxeuil. A priori, aucun autre acteur ne se manifeste aujourd'hui pour pouvoir reprendre intégralement la propriété comme l'assurait le diocèse par le passé. On trouvera en tout cas, je suis très optimiste, une solution dans la mesure où tout le monde accepte, encore une fois je le dis, de prendre ses responsabilités, d'intégrer ce comité de pilotage très large. Donc je remercie au passage Jean-François Maillot d'être très actif au sein de ce comité de pilotage et en votre nom de montrer l'intérêt des anciens de Saint-Colomban aussi dans la question de l'avenir de notre belle maison. Mais on trouvera une solution en s'y mettant tous. Je suis certain qu'on arrivera à structurer cette belle maison de manière à ce qu'elle continue encore à passer des décennies et des décennies, voire même plusieurs siècles tranquillement. Voilà. Alors, je vais vous laisser la parole, puisque vous avez certaines questions à poser. Donc voilà, on a un bon résumé de ce qui a été déjà fait, construit, et ces relations qui se sont construites, et moi je trouve ce côté très positif, parce que finalement c'est souvent dans la difficulté que finalement on arrive à avoir les valeurs qui sont les nôtres, et puis les vôtres également. Tiens, deux mots. Je suis un ancien des années 58-63. Oui, j'habite Strasbourg maintenant. Deux mots pour réagir par rapport à cette présentation. J'habite Strasbourg pour avoir terminé mes études de théologie à la faculté de Strasbourg. Je suis laïque par contre, mais membre de beaucoup d'associations aussi. Et puis j'ai fait donc un parcours professionnel
professionnel dans le conseil, dans la responsabilité de société de conseil, en développement des organisations. Et deux anecdotes. En tant qu'ancien ici, j'avais organisé ici une rencontre il y a 7 ans maintenant de responsables d'associations sur le Grand Est, qui étaient tous des personnes engagées dans la vie civile, avec un certain nombre de responsabilités. Et on avait fait un colloque pendant 2 jours sur la crise financière des années 2008. Ici, il y avait donc une centaine de personnes qui étaient réunies, qui venaient de tout le Grand Est, y compris du Luxembourg et de Belgique. Et les gens, avec des universitaires, avaient tous été très intéressés par cette maison. Elle avait vécu 2 jours. Et ça, bon, il y avait quelque chose qui s'était passé en disant que cette maison, il pourrait en faire quelque chose. Bon, dans mon activité professionnelle, il se trouve qu'à peu près au même moment, j'animais un séminaire à Strasbourg pour la direction de l'usine Cronenbourg. Et dans le repas final, on discute comme d'habitude, c'est chaleureux, convivial, et puis on me dit, Bernard, tu es alsacien? Je dis non, je suis franc-comtois, et puis je parle donc de Luxeuil. Et je dis, Luxeuil est une ville qu'il faut connaître, et je parle de l'abbaye, donc, et je parlais donc de ce que j'avais organisé ici en 2012. Et puis, je dis, il y a des termes, c'est sympa, quoi, parce que les termes maintenant se redéveloppent. C'est un centre on fait des tas de choses, on peut y accueillir des sportifs, enfin, etc. Et puis j'avais dit d'ailleurs, vous voyez, il y a une abbaye, il y a les termes, on pourrait aussi imaginer que dans cette abbaye, on anime des séminaires donc, sur les enjeux de notre société aujourd'hui, enfin, à dimension culturelle, politique, etc. Et la responsable, c'était une femme à l'époque qui était responsable de la société Cronenbourg, me dit, mais Bernard, organise ça tout de suite, nous on va avec toi, si tu veux, à Luxeuil, dans le cadre que tu es en train d'imaginer. Bon, ceci simplement pour vous dire, vous voyez, il y a des choses à faire, et je pense qu'effectivement, à mon sens, l'ouverture telle qu'elle était dite tout à l'heure, avec plusieurs vocales, enfin plusieurs, bon, ça me paraît tout à fait jouable. Quoi, hein. Alors, je terminerai par, c'était cette nuit, hein, des fois, quand j'ai un peu d'insomnie, je pense à des choses, je me dis, ben, qui est-ce qu'on pourrait faire venir aussi ici et qui pourrait être intéressé? Alors, c'est vraiment une réflexion à chaud, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais je me disais, tiens, quand j'étais au séminaire, il y a une personne qui est née à Luxeuil et qui s'appelle Laurence Parisot, je crois qu'elle était présidente du MEDEF, elle est présidente de l'IFOP, c'est peut-être quand même quelqu'un de médiatique qu'on pourrait solliciter. Je ne la connais pas, hein, personnellement. Je pensais à une autre personnalité aussi, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui peut être sensible au devenir de Saint-Colomban. Il s'appelle Pierre Copé. Il est PDG de Vinci, autoroute. C'est quand même un des PDG importants de France. Et Pierre Copé, il s'appelle Pierre. Il se prénomme Pierre parce que son parrain, il s'appelait Pierre Fernet. Donc, voilà. La maman de Pierre Copé, moi je la connais bien. Malheureusement, elle est atteinte d'Alzheimer, elle quitte Strasbourg actuellement. Elle a fait partie de la même association que moi. Il y a peut-être quand même des personnes comme ça hein, qui je veux dire, ainsi c'est pas rien, hein, qu'on pourrait solliciter. Voilà. Quelques points de vue personnels, mais qui me paraît pouvoir engager des choses à l'heure. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé nous ensemble, mais ça reste de belles paroles et puis de belles idées. Alors moi, je vais présenter celles que je rebondis sur les idées des personnes qui ont pu et qui ont quelques idées pour les lieux. Philippe Ballot n'a pas pu enseigner. Son excellence, comme il dit. Non, mais Philippe, pour nous, c'est très bien. Et pour sa maman également, hein, ça reste Philippe. Et il n'a pas pu venir, mais on a pu donc faire un comité de pilotage avec lui. Et vous avez dans le bulletin donc une partie de sa réflexion et l'histoire secrète de Luxeuil qui est dans ce bulletin. C'est lui qui m'en a parlé, qui m'avait envoyé le document. Vous lisez ça et vous allez vous découvrir énormément de choses pour certains.
peut-être très peu qui connaissaient cette histoire, l'histoire secrète. En 1950 a eu lieu un congrès international, un concile, qui c'est pratiquement. Et je vous laisserai découvrir ce qui s'est passé ici en 1950, plutôt qu'en 1940, puisque c'était la guerre, mais c'était le 14e centenaire de la naissance de Colomban. Et Le Monde en a parlé également. Donc, il y a quelque chose sur Luxeuil. Et lui, il est en contact avec l'archevêque de Troyes, Monseigneur Stenger, quelque chose comme ça, si je le prononce sûrement mal, qui est le responsable de Pax Christi France. Et Pax Christi souhaiterait faire quelque chose sur Luxeuil, parce qu'il y a une histoire importante ici, et on envisagera sûrement à l'avenir un congrès international à Luxeuil sur le thème de la paix, puisque Pax Christi c'est une association, une ONG qui a vocation de défendre la paix et donc est sollicité et donne son avis sur des décisions qui peuvent être prises au niveau international. Donc 50 pays participent à cette ONG sur tous les continents, et donc c'est quelque chose d'important. Voilà, des instances et des personnes qui peuvent avoir un rôle et qui peuvent apporter quelque chose. Tout est en construction et c'est un véritable challenge et un autre challenge. Est-ce que vous avez donc d'autres questions? Oui, je voulais souligner 3 choses. La première, c'est que quand je suis revenu dans la vallée du Brochin à côté et que j'ai été doyen, les activités pastorales de l'abbaye n'étaient pas plus nombreuses comme initiatives que celles d'aujourd'hui. C'est le public qui a fondu. On faisait une soirée conférence, on avait 60-70 personnes. Aujourd'hui, on est content quand on en a 20. Je veux dire, les groupes sont aussi nombreux, mais ils ont fondu. La dernière retraite de profession de foi, au lieu de 60 jeunes, c'était 20. Donc, ce qui fait que c'est la fonte des activités pastorales n'est pas due au manque d'initiatives, mais au manque de répondants, parce que l'environnement a changé. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que depuis que je suis revenu habiter ici, il y a 3 ans et quelques, je suis témoin de la générosité et des employés salariés et des bénévoles, en particulier de Claude Collas qui nous a accueillis. Et puis, je voulais justement rebondir sur cette histoire de Colomban l'Européen. Faisant des visites, j'ai accueilli un groupe d'Allemands, on avait le NCR suisse, et donc c'est vrai que cette intuition de Luxeuil, un peu capitale spirituelle de l'Europe, elle est à travailler. Et je voulais signaler à cette occasion un hymne à l'Europe. Je ne sais pas si Michel veut dire un mot. Michel Ligier, qui a élaboré un hymne qui sera peut-être plus connu de l'Europe, c'est ça, hein? Attends le micro. Oui, je sais pourquoi ça m'est arrivé comme ça, parce que je me suis penché sur l'Europe, parce que j'assistais à des réunions politiques à Paris, avec en particulier le groupe Agile, dont le fondateur, le président est précisément le ministre de la Culture. Voilà, donc pas que vous avez reçu à Vesoul, c'est comme ça s'est présenté. Voilà, je lui ai raconté un petit peu mon idée, qui travaille depuis longtemps. On dirait que les gens ne comprennent pas que si des gens comme Poutine ou comme Trump aimeraient bien voir l'Europe se casser la gueule, c'est tout simplement parce que l'Europe est la 3e puissance économique. Que le jour où elle existera, ils seront obligés de faire avec. L'Europe, c'est plus de 500 millions d'habitants. Et donc j'ai mis ça dans ma chanson, entre autres. Nous sommes plus de 400 millions de frères et sœurs qui font tout pour leur bonheur, etc. Et donc j'ai fait enregistrer cette chanson par le chœur de Saint-Marc, c'était des gosses qui jouaient et qui chantaient dans le film Les Choristes. Voilà. Donc on est allé l'enregistrer à Lyon avec ces gosses qui ont tellement de talent, qui font le tour du monde d'ailleurs.
pour des concerts un peu partout. Et puis j'ai envoyé sans grande ambition, sans grand espoir, à Strasbourg, à Bruxelles, etc. Et j'étais très étonné de voir que la vice-présidente du Parlement européen m'a appelé sur mon portable. Je ne voulais même pas répondre, puisque je ne voyais pas qui était. Et pour me dire, carrément, me dire, mais attendez, c'est quoi cette histoire? Tout ça vous est venu, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, elle a voulu en savoir un peu plus, avoir le texte, avoir ce terme. Elle l'a fait tourner au Parlement européen. Catherine Lalumière, ancienne ministre, qui est également la présidente de la Maison de l'Europe à Paris, a fait la même chose. Donc voilà, écoutez, bon vent, et on ne sait jamais, parce qu'en effet, il peut y avoir une certaine tutelle de l'Europe, qui sait, par rapport à l'abbaye de Luxeuil. Voilà. Je rebondis juste sur ce qui t'a été, parce que c'est vrai qu'apparemment, on n'a peut-être pas suffisamment insisté aussi sur cette volonté de s'appuyer très fort sur ce qui est construit depuis un petit moment du côté de l'association des Amis de Saint-Colomban, qui depuis un petit moment titille la mairie pour que nous partagions le même projet, ce qui est maintenant chose faite depuis plusieurs années. C'est cette construction d'un itinéraire culturel européen de Saint-Colomban qui nous a conduit à la création d'une association européenne avec Bangor en Irlande et Bobbio en Italie, pour les questions que vous connaissez. Nous avons donc fondé ensemble une association qui a pour vocation de mettre en œuvre un itinéraire culturel européen et nous sommes centrales ici à Luxeuil, géographiquement et aussi incontournables parce que c'est à cet endroit, dans cette belle ville de Luxeuil, que nous pouvons présenter le plus de vestiges de la présence du passage de Saint-Colomban à Bangor, à Bobbio ou ailleurs. C'est beaucoup moins en bon état comme ici, donc il faut qu'on arrive effectivement à s'appuyer sur cette question géographique, capitale de l'Europe, capitale aussi donc du coup de cet itinéraire culturel européen de Saint-Colomban, et l'abbaye est incontournable pour pouvoir demain accueillir des pèlerins, accueillir des congrès, des séminaires autour de ces thématiques importantes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que je voudrais finir par l'hymne de Michel, l'hymne à l'Europe, puis j'ai votre collection. Jean Malo. Oui, petite réflexion comme ça en vous entendant, et dans la suite, dans l'évolution des interventions de ce matin. Pour construire les cathédrales, les évêques, ils allaient chercher des reliques, parce que ça attirait le pèlerin. Les moines, ils ne se sont pas tellement intéressés aux reliques, mais il y avait des prédicateurs qui drainaient les foules. Donc ce que j'entends, et ce que comme ça se dessiner, et ce que je souhaiterais, c'est que ce soit aussi la pensée qui nous anime aussi en tant qu'anciens, parce qu'on a été imbibés de cette pensée, on a envie. C'est que cette pensée soit transmise et qu'elle puisse être identifiée à ce lieu, quel que soit le vecteur. Voilà. On va y arriver, je pense. Tout à fait, l'idée n'est pas de faire de l'abbaye un palais des congrès ou autre, il faut vraiment que ça garde l'âme de l'abbaye au cœur de l'histoire, du patrimoine qui nous lie étroitement avec Saint-Colomban, c'est évident. C'est le plus d'ailleurs, parce que n'importe qui pourrait construire de toutes pièces un palais des congrès demain, n'importe quelle ville. Mais nous, aujourd'hui, on peut quand même s'appuyer sur l'histoire de cette belle abbaye qui est quand même magnifique et qui peut constituer un lieu de congrès, un lieu de séjour multithématique, que ça soit cultuel ou culturel ou sportif, d'ailleurs comme on le fait déjà beaucoup aujourd'hui. Tout reste à développer et c'est ça qui est enthousiasmant finalement dans le comité de pilotage, c'est qu'on voit qu'au fur et à mesure qu'on avance, on lance des pistes, on entrevoit des idées très précises. Maintenant, il nous faut mettre en œuvre ce fameux modèle dont je parlais qui va nous permettre de fédérer peut-être un petit peu plus de professionnels, mais aussi beaucoup de bénévoles pour mettre en œuvre ce beau projet. Voilà, la structuration aujourd'hui ne permet pas de faire face aux enjeux de demain. Donc construisons ce modèle, mettons en œuvre les idées dont on parle et qui émergent assez facilement, et puis on arrivera sereinement à s'engager et on aura une feuille de route très claire.
En complément de ce que vous dites, ça me fait penser au Val de Consolation où j'étais hier. Et effectivement, l'avenir se prépare à partir des potentialités d'aujourd'hui, mais qui s'enracinent dans le passé. Voilà. Et autant le Val de Consolation, il y a ce qui s'est vécu. Ce qui était très étonnant, c'était d'entendre tous les politiques évoquer l'âme de la maison, l'esprit. Ça a été donc un lieu est vraiment marqué par son esprit. Et autant Consolation et la dimension écrin de verdure est très forte, etc. Donc il y a une orientation vraiment touristique qui est donnée, mais toujours avec la volonté de garder l'esprit historique. Ici, je crois qu'on est tellement marqué par Saint-Colomban qu'il y a peu de risques de développer un projet qui soit vraiment éloigné de l'esprit de la maison, tellement la figure de Saint-Colomban est attachée à cette maison. Pour moi, c'est le meilleur garant de la conservation de l'esprit dans l'avenir. C'est ce qui ressort de nos stages sportifs régulièrement. On a des équipes de sportifs qui viennent ici, encore le badminton récemment. Quand ils repartent, ils sont très enthousiastes parce qu'ils ont vraiment le sentiment d'avoir fait leur stage dans un environnement complètement atypique, complètement différent. Habituellement, ils vont dans des lycées qui sont désaffectés ou dans des périodes scolaires, etc. C'est quelque chose qui n'a pas d'âme. Ici, ils sont heureux de se trouver dans un environnement qui a une histoire et qui ne ressemble pas à un autre, quoi. Ça ne ressemble pas à un palais des congrès ou à un centre de conférence ailleurs. On a vraiment un lieu exceptionnel, profondément marqué aussi par la religion. Et les gens le prennent aussi comme un côté historique, patrimoine, même si on n'est pas croyant soi-même ou pratiquant. Voilà, j'espère. Je pense que vous avez beaucoup de réponses à beaucoup de questions que vous deviez vous poser. Je suppose que vous dormirez mieux. Et puis, tu voulais dire? Ah oui, on voit. Il faut pédaler un peu plus. La connexion n'est pas évidente. Je vous remercie, je remercie beaucoup Philippe Tixier d'avoir vraiment accepté notre présence dans le comité de pilotage. Moi, je reconnais quand même ce geste parce que juridiquement, effectivement, il s'est été dit, le diocèse est propriétaire et a un droit de pouvoir faire ce qu'il entend, ce qu'il souhaite, ce qu'il veut. Et donc, plutôt que de le faire de cette façon-là, on est en construction, on se donne du temps, beaucoup de temps pour justement construire quelque chose qui va être pérenne, qui va associer et qui va justement multiplier les relations locales, voire internationales surtout, avec cette idée de l'Europe, et je pense qu'on aura à cœur de penser dans ce sens-là, avec Colomban, comme on dit, toujours en arrière-plan. Voilà, je vous remercie, monsieur Frédéric Guegard, monsieur le maire, monsieur Laborie, Loïc, représentant Michel Raison, que vous saluez de notre part, puisque finalement, c'est vous le représentez. Et puis, on va prendre un verre à café pour faire une petite transition avec notre Assemblée Générale qui va suivre. Et je vous remercie de votre présence. Je suis agréablement surpris de voir que vous êtes nombreux, parce que souvent, à 9h, c'est difficile d'être présent. Alors, on va essayer d'écouter l'hymne de... Si ça marche. Voilà, je vous laisse parce que j'espère qu'on va y arriver. Mais... n'importe comment, voilà, il y aura sûrement une possibilité, mais j'ai peur que la liaison soit... Il y a bien un problème. J'ai essayé tout à l'heure, ça marchait. Comme d'habitude, ça marche quand on n'en a pas besoin. Et je ne l'ai pas enregistré sur l'ordinateur, là. Est-ce que si je passais par un autre système avec mon téléphone?
c'est la connexion qui... C'est dans le bulletin, page 78. Donc vous avez à la fois les paroles et vous avez le lien, le flashcode pour ceux qui ont le matériel pour pouvoir aller revoir cette vidéo. Vous l'aurez peut-être plus rapidement que moi tout de suite parce que ça avait des problèmes de connexion. On va boire le petit café là, parce que finalement on a un petit peu soif, on avait oublié de le proposer ce matin en arrivant. Et puis à tout de suite après pour l'Assemblée Générale.